Le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, il est 18h si vous nous rejoignez en direct. Nous faisons comme chaque soir de la semaine le tour de l'actualité locale. On débute par la situation de crise qui perdure à l'université de Versailles-Saint-Quentin. En fin de semaine dernière, le conseil d'administration s'est réuni une nouvelle fois pour voter le budget 2014 en déficit de plus de 5 millions. Une procédure que l'État ne peut accepter. C'est donc le rectorat qui reprend la main. À lui maintenant de trouver des solutions pour faire des économies. Catherine Zulato. Toujours le montant du déficit de fonctionnement affiché par l'université de Versailles-Saint-Quentin. Nouveau conseil d'administration vendredi dernier pour valider le budget 2014. Un budget présenté en déséquilibre et donc encore refusé par le rectorat représentant de l'État. Une ultime date est fixée, le 1er mars. L'université aura son budget à ce moment-là, mais de quoi sera-t-il composé ? De moyens supplémentaires octroyés par le ministère ou alors faudra-t-il faire des coupes sombres ? Les syndicats se disent inquiets. Il est clair que la stratégie du ministère, c'est effectivement jouer la montre pour ne pas doter l'université qui ne peut pas fonctionner sans cette dotation de toute façon. Et il y a une attente qui, je pense, repose aussi sur des espoirs que l'université fasse le maximum, aille le plus loin possible, effectivement, dans les économies. Mais du coup, ce qui met clairement, très gravement en danger l'université de Versailles-Saint-Quentin. Aujourd'hui, si le ministère n'investit pas davantage de moyens dans les universités, en particulier dans l'UVSQ, très sincèrement, il va y avoir des conséquences en termes de pédagogie, en termes de recherche, en termes d'encadrement et de nombre de personnes dans les amphis, des conséquences qui seront catastrophiques sur la réussite des étudiants à l'UVSQ. Selon l'UNEF, 30% des masters pourraient être menacés de fermeture en cas de restrictions budgétaires sévères. Le syndicat veut rester mobilisé et appeler pourquoi pas à manifester après les vacances de février. Dans un communiqué de presse, la présidence précise que le ministère souhaite aider l'université sous forme d'une subvention exceptionnelle remboursable en contrepartie d'économies supplémentaires à réaliser par l'UVSQ, mais sans en préciser le montant. Plusieurs réunions de concertation sont prévues dans les jours qui viennent. L'ensemble du budget sera connu le 1er mars. La mobilité 2.0, comprenez les transports intelligents, les transports de demain. Une conférence nationale sur ce sujet se déroulait la semaine dernière à Versailles en présence du ministre Frédéric Cuvillier. Nous en avons d'ailleurs parlé sur cette antenne. Ce soir, je reçois Jérôme Perrin, bonsoir, directeur général de l'Institut VDECOM. VDECOM pour Véhicules décarbonés, communicants et sa mobilité, basé donc dans les Yvelines depuis 2012. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet institut, sur son travail au quotidien ? Alors l'Institut VDECOM, d'abord, c'est un objet nouveau dans le paysage des instituts de recherche, puisque ça fait partie de ces instituts du plan d'investissement d'avenir voulu par l'État, qui sont dans la famille des instituts de la transition énergétique. Donc là, pour le coup, appliqué aux véhicules et à la mobilité. Alors c'est un institut qui préexistait sous forme d'une fondation adossée à l'université Versailles-Saint-Quentin, puisqu'elle est fondation partenariale de l'UVSQ. Et puis qui a commencé à travailler déjà depuis 2012. On a déjà embauché un certain nombre de thésards, de post-doc chercheurs, etc. Et moi-même, j'ai été mis à disposition par Renault pour diriger cet institut. Alors, institut de recherche partenarial public-privé qui suppose des contributions venant d'instituts de recherche académiques comme l'UVSQ, mais aussi l'IFSTAR, l'INRIA à Rocancourt, ParisTech et un certain nombre d'autres. Estaca, qui est basé à Montigny maintenant, qui va être basé à Montigny, et puis et d'autres écoles. Et puis les grands de la filière automobile, Renault, PSA, Valeo, mais aussi Continental à Rambouillet, et puis un certain nombre d'autres qui ne sont pas de la filière automobile au sens strict, mais qui concernent la mobilité. Alors ça va depuis les espaces, les infrastructures routières, hein, on a Cofiroute. Et puis on a aussi AREP, qui sont une filiale de SNCF qui s'occupe d'aménagement de gares et de territoires. On a aussi les espaces numériques avec Atos, les espaces énergétiques avec EDF. Voilà, donc on a un certain nombre de représentants d'un certain nombre de métiers et de filières industrielles qui sont mis ensemble avec... 50 partenaires en tout, hein, 50 partenaires à peu près. Pas tout à fait 50. Disons qu'on a surtout un cœur de partenaires qui sont très fortement engagés, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'UVSQ, que PSA, que Valeo. C'est une vingtaine. On a un deuxième cercle de partenaires qui sont un peu moins impliqués, qui n'ont pas accès à la gouvernance, mais qui participent au projet. Et puis on a quelques autres qui sont des donateurs. Donc en gros, ça fait 45. C'est d'ailleurs pas limité dans le temps. C'est-à-dire que d'autres candidats sont bienvenus s'ils remplissent un certain nombre de conditions et d'engagement de ressources, puisque, outre l'argent de l'État, il y aura des abondements des partenaires industriels qui mettront de l'argent et des personnes
qui seront mises à disposition. Il y aura aussi les établissements académiques qui vont faire de même. Et puis, on a aussi donc l'amendement du Conseil général des Yvelines qui s'est engagé à apporter 20 millions en complément des près de 55 millions de l'État. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse concernant l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On en parlait au début de ce journal et depuis plusieurs mois maintenant de ces difficultés financières de cette université. Est-ce que ça vous inquiète pour ne serait-ce que le projet VDCOM déjà? Alors, il s'agit pour l'université surtout de mettre à disposition des gens, d'encadrer des thèses. Donc nous, on est là aussi pour valider un certain nombre de sujets. Donc l'apport, je pense que ça ne nous a pas inquiétés outre mesure, c'est-à-dire que l'université continue à jouer son rôle dans la gouvernance. Si l'université doit faire des économies, elle pourrait faire des économies sur ce type de projet, par exemple. Alors, c'est pas ce qui nous a été dit, d'une part. Voilà. Et donc, pour l'instant, je ne préjuge pas de l'avenir. Je pense que l'engagement, en tout cas, de tous les partenaires, tel que ça s'est manifesté lors du 11 février, était très fort. Nous avons déjà des projets bien lancés. Nous avons, pour vous montrer aussi la force de frappe de cet institut, nous avons réussi en moins d'un an, alors que nous n'existions même pas, à avoir 2 projets européens et nous inscrire tout de suite dans d'autres projets européens qui sont en cours de constitution. Pourquoi? Parce qu'on y va, j'allais dire, en meute, en mettant ensemble tout sur un domaine donné qui est celui de la mobilité, un certain nombre de partenaires privés publics qui vont ensemble et qui vont à la chasse aux projets européens. Alors, ce n'est pas notre seule mission, bien entendu. Il y a des projets qui ont été validés par les partenaires, qu'il s'agit de monter. Mais encore une fois, on est dans une dynamique très forte. Et je pense que l'Université de Versailles-Saint-Quentin est dans cette dynamique. Elle va continuer en tout cas à travailler au sein de VDCOM. Alors, il y a eu cette visite de ministre autour d'une mobilité 2.0. Ça signifie quoi? Que le véhicule de demain, c'est déjà pour aujourd'hui? C'est vraiment pour demain et pas dans un futur un peu éloigné? Ou c'était juste un coup de communication pour faire exister d'abord, il y a une feuille de route derrière. Si vous voulez que les progrès, d'abord, on parle de véhicules de mobilité intelligente, de systèmes de mobilité intelligente. On parle de véhicules autonomes, on parle de véhicules connectés. Ce sont 3 choses qui sont légèrement différentes. Et puis on parle de véhicules électriques aussi. Donc toutes ces choses-là sont des éléments d'un système qui vise à adresser finalement les nouvelles solutions de mobilité du point de vue de l'usager. Et nous partons du point de vue de l'usager qui doit se déplacer d'un point A à un point B dans un minimum de temps et avec le minimum d'impact énergétique et environnemental. C'est ça, je dirais, le point de départ. Et puis pour cela, des véhicules électriques, des véhicules autonomes et connectés. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent à la fois être plus fluides dans le trafic et donc diminuer leur impact énergétique, améliorer la conduite et la fluidité du trafic. Connectés parce qu'ils peuvent avoir accès à des services qui peuvent déboucher sur la multimodalité ou l'intermodalité, c'est-à-dire passer du véhicule à éventuellement un autre mode de transport, ou bien pratiquer ce qu'on appelle le covoiturage dynamique. Comment ça marcherait concrètement? On est dans sa voiture, on a des informations sur des disponibilités pour ensuite prendre un vélo par exemple, ou faire du covoiturage. Par exemple, donc ça c'est l'aspect connexion, oui, c'est le véhicule connecté. N'oublions pas que chacun maintenant a des smartphones, donc c'est en gros comment pratiquer la continuité du point de vue de l'individu, de son smartphone à sa voiture, et de sa voiture à d'autres modes de transport. Donc c'est tout un aspect qui va contribuer à développer de nouveaux services aussi. Et alors, une chose très importante dans VDCOM, c'est l'inscription dans les territoires. Donc nous avons dans les membres fondateurs, dans les membres, disons, constitutifs de VDCOM, 2 comités d'agglomération, Versailles Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons aussi l'établissement public Paris-Saclay, qui sont très impliqués, je dirais, dans l'inscription dans les territoires de ces nouveaux projets. Alors, par exemple, une des missions qu'on s'est données, c'est en tenant compte, si vous voulez, des demandes et des attentes des enquêtes de mobilité, des plans locaux de déplacement, comment, à travers ça aussi, proposer des solutions intelligentes de mobilité et qui puissent aussi faire place à ces nouvelles technologies. C'est-à-dire comment combiner à la fois une attente des territoires qui ont besoin de répondre à des demandes des usagers et en même temps de faire place à des nouvelles technologies. Et donc cette espèce d'alchimie, on essaie de la faire en réunissant autour de la table 2 comités d'agglomération, un établissement public, des opérateurs de transport comme Transdev qui font partie aussi de VDCOM, j'avais oublié de les citer au début, des opérateurs et des constructeurs d'automobiles qui, eux, ont besoin de tester ces nouveaux véhicules et faire évoluer. Vraie implication sur le territoire, vous testez, vous travaillez avec des partenaires véritablement locaux, on l'a compris. On a compris aussi qu'il y avait un enjeu très important. Juste pour conclure, aujourd'hui, avec ce type de structure, ça peut permettre à la France d'être à la pointe en matière automobile?
Alors oui, je pense que... Redorer un peu son blason en ces temps difficiles? Oui, en tout cas, toutes les compétences sont là. On voit bien la richesse des compétences. N'oublions pas aussi que nous avons fédéré dans VDCOM pas seulement des techniciens de l'automobile, pas seulement des électroniciens ou des gens des moteurs, mais aussi des sociologues, des ergonomes, des psychologues. Donc vraiment une approche très transversale et très complète de ce qu'on appelle l'écosystème de la mobilité intelligente. Merci Jérôme Perrin d'être venu sur ce plateau, directeur général donc, de cet institut VDCOM. Vous l'avez compris, nous parlons de l'avenir de la voiture, la mobilité 2.0. On aura encore bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Merci. L'actualité de ce 17 février est également politique. Le Front National a officiellement déposé en préfecture sa première liste finalisée dans le département municipal. C'est celle de Philippe Chevrier à Rambouillet. Rappelons qu'en 2008, la formation de Marine Le Pen n'avait présenté aucun candidat. Le Front National annonce cette année avoir désigné dans les Yvelines 23 têtes de liste. 8 à 9 seraient sur le point de dévoiler l'ensemble de leurs colistiers. On reste dans la politique avec cette dernière séance de Robert Cadalbert, le président PS de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous le savez, ne sera pas candidat à un nouveau mandat. Il était en poste depuis 16 ans. Catherine Zulato. Vous pouvez compter sur moi, non seulement jusqu'au bout, mais même après, pour, à ma place, aider toujours à cette réussite. Robert Cadalbert a présidé sa dernière séance du conseil communautaire, c'était jeudi dernier. Il a choisi de ne pas être présent sur une liste au municipal en mars prochain. Robert Cadalbert, 69 ans, est président de l'agglomération depuis 16 ans. Il aura présidé sans conseil et a posé 500 000 fois sa signature. Un peu d'émotion, c'est une page qui se tourne et donc les pages quand on les tourne, surtout quand elles sont si belles que celle-là, on les tourne avec beaucoup de nostalgie. La première réussite, c'est bien sûr la réussite économique de Saint-Quentin-Yvelines. Et pas pour la création de richesse, mais effectivement pour l'emploi, pour le partage de cette richesse au travers de l'emploi. Alors il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai que s'il n'y a pas cette réussite économique, il n'y a pas de partage. Aujourd'hui, la réussite économique est à Saint-Quentin-Yvelines. Alors ce que je regrette, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement la réussite économique de Saint-Quentin-Yvelines, ce n'est pas encore le plein emploi à Saint-Quentin-Yvelines, et donc particulièrement l'emploi des jeunes. Et pour savoir quelle image va laisser Robert Cadalbert, nous sommes allés poser la question aux plus anciens conseillers communautaires. Le mot qui ressort, consensus. Une recherche du consensus, je pense. Principalement, je pense que ça a été une des caractéristiques de son mandat. On a connu donc la présidence de Robert Cadalbert, où là on a eu un partage des responsabilités. Et je crois que c'est comme ça que la communauté d'agglo doit travailler. Un homme de dialogue. Qui sert l'intérêt général, puisque lorsqu'il y a des projets, que ça soit sur Montigny, Trappes, La Verrière ou Guyancourt, il travaille en collaboration étroite avec les maires. Je dis souvent, c'est ma formation de base de capitaine de l'équipe de rugby, championne de France en 1963. Voilà. Et effectivement, toute ma vie, le rugby m'a apporté cette capacité à dynamiser une équipe. Il y a deux façons de faire du management, soit en imposant des choix, soit en montrant l'exemple et puis en fonçant, et puis en amenant les gens dans cette dynamique. Robert Cadalbert quittera le conseil communautaire à l'issue des élections municipales, mais il continuera à s'impliquer dans la vie locale à travers l'organisation de la Ryder Cup en 2018 et au-delà de la candidature de la France aux Jeux Olympiques en 2024. Et pour suivre l'actualité des municipales de la campagne, rendez-vous chaque mardi à 18h30 pour Municipal 2014, l'émission. N'oubliez pas également les débats organisés entre les différents candidats sur notre antenne par TV Fil. Donc c'est le mardi et le jeudi à 20h. Un mot de sport pour terminer, du handball, 5e journée de la phase finale du championnat de France des moins de 18 ans. Plaisir recevait le leader Créteil à Pierre de Coubertin. Les Plaisirois en noir entament très bien la rencontre, mais le demi-finaliste de la saison passée qui prend peu à peu l'ascendant pour mener 16 à 12 à la pause. Au retour des vestiaires, la logique est respectée. La victoire de Créteil, 35 à 27. Malgré cette défaite, Plaisir conserve sa 3e place. Pour l'essentiel du sport, rendez-vous comme chaque lundi soir à 18h30 avec Anthony Rech et son 7-8 Sport. L'actu revient demain en direct à 18h. Excellente soirée sur notre antenne.